Comment l'avion le plus avancé de Boeing a-t-il perdu son avantage en moins de 10 ans, tandis qu'Airbus gagnait du terrain? On l'appelait le changement radical. Le Boeing 787-8 Dreamliner, le premier avion à combiner les composites en carbone, une autonomie record et une efficacité carburant qui faisait paraître la concurrence dépassée. Les compagnies aériennes faisaient la queue. Les commandes affluaient avant même que le premier prototype ne décolle. Les passionnés d'aviation rêvaient d'un nouvel âge d'or, mais personne n'avait prévu ça. Regardez les carnets de commandes d'aujourd'hui. Le Dreamliner d'origine, le 787-8, ne représente que 25% des commandes de sa propre famille. Delta Airlines a totalement abandonné son engagement hérité. United a ajouté des A321 XLR à sa stratégie transatlantique aux côtés des gros porteurs. L'avion qui avait lancé une révolution joue désormais les seconds rôles face à ses propres frères. Pendant ce temps, l'Airbus A350-900 a conquis discrètement le marché que Boeing pensait contrôler. Comment une avancée technologique peut-elle devenir un simple détail stratégique? Aujourd'hui, nous révélons le paradoxe du Dreamliner, comment le chef-d'œuvre original de Boeing est devenu la leçon la plus coûteuse de l'aviation en matière de timing sur le marché. Lorsque le Boeing 787-8 est apparu, ce n'était pas juste un autre avion, c'était le pari fou de Boeing. Les premières années ont vu plus de 390 commandes avant même le premier vol. La compagnie japonaise ANA brûlait d'impatience de le montrer. Les compagnies du monde entier se sont battues pour décrocher des créneaux de livraison. Le 787-8 semblait imbattable. Mais Airbus surveillait, apprenait, préparait sa riposte. Voici l'A350-900 en 2015, 4 ans après le lancement du 787-8. Même mission, approche différente. Les chiffres face à face parlent d'eux-mêmes. 787-8, 248 passagers en configuration B-Class, 7305 miles nautiques. A350-900, 315 passagers en configuration B-Class, 8500 miles nautiques. L'Airbus transporte 67 passagers de plus sur presque 1200 miles nautiques en plus. Les compagnies peuvent desservir plus de passagers sur des trajets plus longs avec un seul type d'avion. Aujourd'hui, le 787-8 ne représente que 25% des commandes totales du Dreamliner. L'A350-900, plus de 1000 commandes. La nouvelle référence du segment gros porteur. Mais le vrai choc est venu d'une source inattendue, une compagnie américaine qui a hérité de l'erreur de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé lorsque Delta Airlines a découvert qu'elle possédait des avions qu'elle n'avait jamais voulu? La relation de Delta avec le 787-8 raconte toute l'histoire de l'obsolescence stratégique. Lorsque Delta a finalisé son acquisition de Northwest Airlines en 2010, elle a hérité de quelque chose qu'elle n'avait jamais commandé, 18 engagements pour des Boeing 787-8 passés par Northwest durant le chaos précédant la fusion. Les planificateurs de flotte de Delta ont immédiatement vu le problème. En 2016, après plusieurs reports, Delta a pris une décision claire, annuler toute la commande héritée de 787-8. Leur stratégie de remplacement? Une flotte long courrier dominée par Airbus avec des A350-900 pour les lignes premium et des A330 Neo pour le reste. Le raisonnement de Delta était précis. Pourquoi maintenir une petite sous-flotte de 787-8 lorsque les avions Airbus offraient une meilleure économie, une meilleure expérience passager et une uniformité opérationnelle entre les différents modèles? Cette annulation a fait trembler Boeing. Un grand transporteur américain venait de tourner le dos au Dreamliner, choisissant des concurrents européens pour son futur long courrier. Delta n'avait pas seulement rejeté le 787-8, mais toute la stratégie long courrier de Boeing. Pendant ce temps, les tensions internes chez Boeing créaient une guerre familiale plus dévastatrice encore. Le pire ennemi du 787-8 n'était pas Airbus. C'était le propre 787-9 de Boeing. Lorsque la version plus grande est arrivée, les compagnies aériennes ont découvert une vérité brutale. Le 787-9 offrait 50 passagers supplémentaires et une plus grande portée pour un surcoût quasi négligeable. Tous les indicateurs importants penchaient en faveur du grand frère. United Airlines illustrait parfaitement ce changement. Malgré son statut de client de lancement du 787 aux États-Unis, elle a fini par standardiser toute sa flotte sur le 787-9, prenant seulement quelques 787-8 pour éviter la complexité d'une sous-flotte. Le 787-9 est devenu la nouvelle cible idéale de Boeing, environ 290 passagers, 7530 miles nautiques d'autonomie, avec une économie qui faisait paraître l'original bien moins intéressant. Mais Boeing faisait face à un problème plus profond, l'A350-900 ne concurrençait pas seulement le 787-8, il battait tout le concept Dreamliner. Singapore Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, des compagnies premium qui auraient dû être le bastion de Boeing, ont choisi Airbus pour leur route phare.
Les atouts de l'A350-900 étaient indéniables. Cabine plus large, plus grande autonomie, et surtout, il a été mis en service sans les problèmes de jeunesse qui ont hanté les premiers Dreamliner. La concurrence interne chez Boeing avait offert à Airbus l'ouverture parfaite pour frapper. Cette évolution du marché était-elle inévitable? Ou Boeing a-t-il tout simplement offert la victoire à Airbus? Tu te souviens de janvier 2013? Un tout nouveau Boeing 787-8 de Japan Airlines est posé sur le tarmac de Boston. De la fumée s'échappe de sa baie électrique. En quelques jours, toute la flotte mondiale de Dreamliners est clouée au sol. Pendant que Boeing lutte contre des incendies de batteries lithium-ion pendant 3 mois, Airbus accélère le développement de l'A350. Mais l'immobilisation ne concernait pas juste les batteries. Les premiers 787-8 souffraient de problèmes de poids, d'irrégularités structurelles et aussi d'une fabrication inconstante. Les premiers appareils construits étaient tristement célèbres. Trop lourds, moins fiables et surnommés les Terrible Teens. Certains premiers modèles ont été purement et simplement rayés des comptes comme frais de recherche plutôt que d'être vendus. Boeing reconnaissait en gros que certains avions étaient trop imparfaits pour être livrés. De son côté, l'A350-900, lancé en 2015, a évité tous ces pièges. Lorsqu'il est entré en service chez Qatar Airways, il était mature, fiable et rapidement rentable pour les compagnies. Le contraste est saisissant. Les clients de Boeing ont subi des années de problèmes, tandis qu'Airbus offrait un concurrent abouti, efficace dès le premier jour. Même si Boeing a atteint 99,3% de fiabilité de service en 2025, l'image négative a perduré des années. L'A350-900 a pris de l'élan pendant que le 787-8 peinait à reconstruire sa crédibilité. Dans l'aérospatiale, la réputation fait toute la différence. Boeing a appris cette leçon à un prix énorme. Dans les usines de Boeing, les décisions étaient prises au laser grâce aux données. Les 787-9 et 787-10 se vendaient tout simplement mieux. La réponse de Boeing fut méthodique. Les lignes de production furent optimisées pour les modèles plus grands. Les ressources d'ingénierie se sont concentrées sur les programmes rentables. Les efforts commerciaux se sont recentrés sur le 787-9 et le 787-10. Le succès de l'A350-900 a encore intensifié la pression. Plus de 1000 commandes prouvent qu'Airbus ne se contente pas de rivaliser, mais qu'il attire les clients les plus lucratifs de Boeing grâce à une meilleure économie par siège kilomètre. Boeing a aussi dû composer avec des ressources limitées. La mise au sol du 737 MAX a englouti des capitaux énormes et mobilisé l'ingénierie. Le programme 777X accuse des retards qui s'étalent jusqu'à la fin des années 2020. L'entreprise ne pouvait pas se permettre de soutenir une variante peu performante tout en jonglant avec plusieurs crises à la fois. Le 787-8 est devenu un sous-produit, maintenu pour respecter les contrats, mais privé de ressources de développement. Les chiffres de livraison récents confirment ce changement. Un seul 787-8 livré jusqu'ici en 2025. Le 787-9 en totalise 29 et le 787-10 en ajoute 7 de plus. Le 787-8 continue d'être boudé par les compagnies aériennes. Parfois, survivre, c'est abandonner sa première percée pour saisir de meilleures opportunités. Le 787-8 fait face à la réalité la plus dure de l'aviation, un avion parfait pour une mission en train de disparaître. Mettez-le face au 787-9, 46 passagers de plus grande autonomie, coût marginal légèrement supérieur. Les compagnies choisissent toujours le 787-9. Comparez-le à l'A350-900, 67 passagers en plus, 1200 miles nautiques d'autonomie supplémentaire, cabine plus large pour une expérience passager supérieure. L'avantage Airbus devient écrasant. Ajoutez l'A321 XLR en bas de gamme, quasiment autant de passagers, mais à coût d'exploitation d'un monocouloir avec une flexibilité opérationnelle que le 787-8 ne peut égaler. Le 787-8 se retrouve ainsi dans la zone fatale de l'aviation. Trop petit pour les routes à fort revenu, trop cher pour les marchés réduits, trop rigide pour la planification réseau moderne. La stratégie de United illustre cette compression. Pour élargir sa flotte internationale et transcontinentale, elle a choisi l'A321 XLR plutôt que n'importe quel gros porteur. L'efficacité d'un monocouloir prime sur les capacités traditionnelles. Les experts qualifient le 787-8 de produit de transition, nécessaire pour démontrer ce qui était possible avant d'être surpassé par des solutions plus affinées. Mais la courbe d'apprentissage de Boeing est devenue l'opportunité d'Airbus. Chaque retour d'expérience sur le 787-8 a nourri les choix de conception de l'A350-900. La place intermédiaire occupée par le 787-8 a tout simplement disparu sous la pression de la concurrence.
Aujourd'hui, les compagnies aériennes fonctionnent selon des principes qui n'existaient pas à l'époque du 787-8. La flexibilité prime sur la simple capacité brute. Les compagnies veulent des avions capables de s'adapter instantanément aux fluctuations de la demande, aux changements d'itinéraire et à l'évolution du marché. Les stratégies réseau ont aussi évolué. La croissance point à point privilégie une fréquence plus élevée plutôt que des avions plus gros. L'A321 XLR répond directement à ce besoin, accéder au marché long courrier avec l'économie d'un monocouloir. Les opérateurs long courrier premium, face au choix entre gros porteurs, optent de plus en plus pour la capacité et l'autonomie supérieure de l'A350-900. Sa cabine plus large de 5 pouces est devenue un atout marketing qu'Airbus exploite sans relâche. La pandémie a accéléré ces tendances. Les compagnies en sont sorties, exigeant une flexibilité opérationnelle maximale, des avions uniques capables de remplir plusieurs missions. La plage d'utilisation très étroite du 787-8 est devenue un frein stratégique. Le Dreamliner original de Boeing incarne une manière de penser révolue, celle qu'un seul avion puisse tout faire parfaitement. Aujourd'hui, la planification des flottes requiert spécialisation et avantages clairs. Le 787-8 démontre à quel point les forces du marché peuvent rendre obsolètes en un rien de temps même les designs les plus révolutionnaires. Alors, pourquoi le 787-8 a-t-il décliné tandis que d'autres progressaient? Des erreurs stratégiques sur plusieurs fronts. Boeing a créé une compétition interne entre les variantes, alors qu'Airbus exerçait une pression externe avec le supérieur A350-900. La commande héritée de Northwest, finalement rejetée par Delta, a signalé un scepticisme plus large dans l'industrie. Les problèmes techniques en début de service ont entamé la crédibilité, tandis qu'Airbus proposait des alternatives mûres. En 2024, la révolution monocouloir de l'A321 XLR a totalement éliminé la mission clé du 787-8. La dure réalité, en aéronautique, être le premier ne suffit pas sans un avantage compétitif durable. Airbus a tiré les leçons des erreurs de développement de Boeing sans en payer le prix. Pour Boeing, c'est une leçon en positionnement de marché valant des dizaines de milliards. Pour les compagnies, la spécialisation a prouvé qu'elle dépasse le compromis. Pour l'industrie, c'est la preuve que les avions révolutionnaires deviennent vite des anecdotes. Le 787-8 a innové technologiquement, mais a perdu la guerre stratégique. La famille Dreamliner dans son ensemble reste un succès avec plus de 2600 commandes, mais la pertinence de la version originale s'efface. Alors que l'A321 XLR redessine les réseaux long courrier à faible trafic et que l'A350-900 domine les routes premium, Boeing fait face à des questions difficiles sur sa prochaine stratégie moyenne gamme. La bataille pour l'avenir de l'aviation continue à 11 500 mètres d'altitude. Et pour l'instant, Airbus garde l'avantage. Le déclin du 787-8 n'est pas juste une page d'histoire aéronautique. C'est un aperçu de la rapidité avec laquelle les leaders du marché peuvent perdre du terrain face à des concurrents plus stratégiques. La prochaine génération Boeing saura-t-elle tirer les leçons de cette coûteuse expérience? Ou Toulouse continuera-t-elle de réécrire les règles de l'aviation commerciale?